Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e Barda Podcast avec Barda Bonjour à tous. et Ben au micro. Donc, comme d'habitude, zéro préparation, impro total, parce que quand je propose un thème à Barda, il a pas envie. Ouais, pas Donc, envie. du coup, je vais mettre sous le nez une image et après, je le laisse causer, parce que c'est comme ça que ça marche dans le Barda Podcast. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs le Barda Podcast. Alors là, on est parti dans les normes. Et oui, parce que ce qu'on me pose devant moi, c'est Dune d'Herbert. Donc, Dune d'Herbert, ça fait 15 fois qu'on se dit, au fait, oui, il faut quand même faire un Barda podcast sur Dune, parce que c'est pas Donc, possible autrement. dont acte. Voilà, dont acte. Alors, Dune, dont Arthur C. Clarke disait: je ne connais qu'une seule chose de comparable à Dune, c'est le Seigneur des Anneaux. Oui. Voilà. Alors qu'ils sont totalement différents l'un de Alors, l'autre. mais ce sont Mais, des livres univers. c'est pour donner un peu les dimensions par rapport le Seigneur des Anneaux dans tout ce que ça a donné sur Donjons et Dragons et toute la suite, et le fantastique, et Dune, qui et effectivement n'est pas un a donné un film malheureusement, comme on pourrait dire, Bon, parce que c'est pas ce qu'il y a de il y mieux. a eu une mini-série aussi, il me La semble. mini-série était pas si mal. Et il y a eu deux mini-séries, dont une qui était bien. Et là, il y a un film qui va se tourner avec Gilles Qui, Villeneuve, je crois, oui, et qui est etc. prévu Qui pour est, fin d'année prochaine. ouais, il me semble, un truc Non, comme fin de ça. cette année, je crois bien. Si on revient sur Dune, le roman, Parce que c'est ce qui nous intéresse le c'est ce plus, qui nous c'est le intéresse livre. le plus, le L'univers livre. de Dune. Euh, Par où commencer? Moi, je l'ai lu. Alors, il y a Dune, il y a le premier roman, et ensuite, il y a le- tout l'ensemble des romans qui tournent autour de Dune. Donc, Sachant qu'il y en a côté écrit qui se passe après le premier ouais, Dune. alors moi j'aimerais bien qu'on se limite entre guillemets à ce que Frank Herbert a écrit. Voilà. Je préfère aussi, Hein, on en t'es parlera une d'accord? autre fois des autres, parce que d'autres auteurs comme Kevin Anderson Ou son fils, ou mais son fils James Herbert ont écrit des préquels à Dune, qui sont de toute façon moins intéressants. On en parlera une autre fois. On va se concentrer sur on va se Dune concentrer sur Dune, et sur Frank l'univers Herbert. Frank Herbert. Alors, juste pour te donner l'anecdote, moi je l'ai lu dans les années 80, dans un exemplaire France Loisirs. Oui, moi aussi. Un gros bouquin que j'ai toujours quelque part. Alors j'ai dû le lire à la bibliothèque, moi, sur des et je l'avais pas acheté au départ, parce que c'était en poche ou c'était divisé en deux. Enfin, c'était un peu le bazar à l'époque. Et je l'ai lu 5 fois ou six. Chaque fois à des âges différents, quasiment à 5, 6 ans ou 10 ans d'intervalle. J'ai eu une lecture différente à chaque fois. Le... Les choses qui m'ont on va dire, ému ou complètement retourné les premières fois sont pas les mêmes que t'as pas du tout la même lecture ado que plus tard. Mhm. Euh, Dune, donc pour situer, c'est l'histoire d'une famille euh, qui est au pouvoir parce qu'il y a un système qui a été mis le système est redevenu féodal entre Mhm. guillemets. Complètement. L'univers est dirigé L'univers par un est empereur. dirigé par un empereur, l'empereur de la galaxie, et il y a des maisons avec des barons, des comtes, des choses comme ça. Et il y a quand même des vaisseaux qui se déplacent plus vite que la lumière, des planètes qui sont... Voilà. En fait, il y a une double source de pouvoir qui sont la féodalité, donc les nobles. Et il y a les guildes. il y a les guildes. Et il y a plein de pouvoirs, de contre-pouvoirs, de religions, de contre-religions. Et tout quasiment le premier tome se déroule sur une planète qui s'appelle Dune, mais qui en fait porte le nom d'Arrakis. Et en fait, on voit la chute d'une maison et sa renaissance sur l'héritier qui se transforme, qui mène une guerre civile qui va finir par une prise de pouvoir galactique. Absolument. Voilà. Et donc ça, c'est le fond. Et ce qui a réussi à faire Herbert là-dessus, c'est de nous intéresser aux personnes, aux Mhm. personnages, parce que les personnages sont quand même sacrément intéressants. Ils sont taillés de toutes pièces, hein. Il y a Mhm. vraiment des... Et tout en dévoilant très peu au départ. Et en fait, on s'aperçoit que vite que l'univers est complexe et qu'il est maîtrisé. C'est-à-dire qu'en fait,
il a une vision assez précise de tout, comment s'embraye, alors soit il invente au fur et à mesure, mais il est très fort, non, Frank Herbert, il avait des trucs préparés, etc. Un- Et l'intérêt quand vous le lisez, c'est que ça commence toujours par une citation, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu le maître de comment faire passer un roman pour quelque chose qui s'est passé dans un univers qui a un fond énorme. C'est un peu avant Star Wars. Star Wars a utilisé un peu ce fond de roulement qui est de dire, en fait, vous voyez un droïde dans le fond, ce droïde dans le fond que vous voyez passer sur 1 mètre, sur à peu près 5 images, il a une histoire, il a un nom, etc., etc. Et là, Herbert, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il va rien vous expliquer au départ, ce qui est un peu la difficulté. Il y a des gens qui ont eu des difficultés à se mettre dans le livre à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arriver à peu près au tiers ou à la moitié du premier bouquin pour à peu près commencer à comprendre à peu près de quoi ça retourne et pourquoi ça a l'air si complexe. Et, et là, ça commence toujours, alors ce qui est rigolo, ça commence par soit des citations d'une Bible catholique orange qu'on sent que en fait c'est pour celle que nous on connaît, hein, etc. Soit de l'encyclopédie galactique, machin, ou soit d'études, etc. Donc il y a des petits paragraphes en italique au début de chaque chapitre qui vous donnent une citation de quelque chose qui a, entre guillemets, pas l'impression d'avoir trop rapport, mais et Ça ça donne une éclaire. profondeur Ça éclaire parce que l'intrigue. on va s'apercevoir que oui, on est revenu à un système féodal. Alors on dit c'est un petit peu facile, quoi, tu sais, l'histoire des princes, des empereurs, des comtes, c'est bien pour tout ce qui est bagarre, filiation, etc. Mais pourquoi il serait revenu à ça? Il s'invente une raison à tout ça, qui est le djihad butlérien. Alors c'est mélangé aussi avec pas mal de mots en langue arabe et de concepts mélangés entre le zen. C'est rigolo parce qu'on va trouver des zen sen soufis ou des trucs comme ça, en fait des mélanges de cultures arabes, La asiatiques, japonaise. cette espèce de grand brassage culturel qu'il imagine, puisque on s'est transmis dans les étoiles et On s'est mélangé. on s'est mélangé. Et effectivement, Dune est fort là-dessus, pour cette espèce de mélange, et de dire, par exemple, si on est revenu à un système féodal, c'est parce qu'il y a eu un djihad butlérien, que le djihad butlérien, en fait, c'est le fameux Butler qui a fait mener une révolte des humains contre les machines, parce qu'on avait mis de l'intelligence artificielle là-dedans, et que dans tout, et que les machines ont, entre guillemets, ont pris le pouvoir, et qu'il y a eu une révolte, et que cette révolte a consisté à briser briser les machines. Donc ça vous explique plusieurs choses. Ça vous explique que on est revenu à un système de gestion féodale parce que il y a l'empereur, mais chaque personne a une planète enfin gère une planète entière, etc. Parce que sinon, tu n'as pas les communications ou le système de traitement nécessaire, puisqu'il n'y a plus d'ordinateurs. Il y a des ordinateurs humains. Voilà, tout est fait par des humains. C'est-à-dire des mantas qui sont des vrais ordinateurs humains, des gens qui sont éduqués dès le jeune âge à tout mémoriser, à computer des choses, etc., qui servent d'éducateurs aux enfants des nobles, hein, d'ailleurs. Il y a l'explication aussi, par exemple, ils sont revenus à un régime féodal, ils se battent à l'épée, etc. Alors ça se paraît complètement débile au départ. Il donne une explication à ça en disant, il y a des gens qui ont inventé des boucliers, parce qu'ils ont quand même des atomiques. Donc ils ont des armes atomiques qui servent effectivement, comme aujourd'hui, d'armes de défense, De dissuasion. C'est-à-dire on ne s'en sert pas, mais si vous nous faites chier, on va s'en servir. Et ces armes et ces atomiques, en fait, d'autres c'est toujours l'épée et le bouclier, donc d'autres ont développé des boucliers, des champs de force pour se défendre des atomiques. Sauf que si vous faites péter une bombe atomique sur un champ de force, l'explosion qui en résulte est catastrophique, Voilà. ça décuple ou centuple l'effet de la bombe au départ. En fait, l'intérêt d'Herbert, c'est que dès les années 70, il dynamite tous les mythes du space opéra. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de robot, puisque les djihad butlériens passaient par là. Il n'y a pas Il n'y a d'ordinateur. pas d'ordinateur. Les armes à rayons ne sont pas utilisées parce que ça explose au contact des écrans. écrans. Donc à la fois le tireur et la cible explosent, ça n'a pas grand intérêt. Les armes à feu, mais c'est pareil, c'est que ça rebondit sur les boucliers. Donc en fait, la seule façon de rentrer dans un bouclier, c'est de faire pénétrer une lame très lentement. Voilà.
D'où le retour au couteau. D'où le retour au couteau et à l'épée, mais en plus avec des mouvements amples et lents, etc. Et au retour avec le grand ami des nobles et des puissants, le poison. Et donc Ça, c'est grosse utilisation. grosse utilisation. Et on s'aperçoit qu'il y a d'autres trucs comme les sœurs Bene Gesserit qui sont entre guillemets une espèce d'ordre entre des nonnes de combat qui iraient développer des religions spécifiques par endroit pour pouvoir servir leurs propres intérêts. Voilà. C'est assez bien résumé comme ça. Donc en fait, l'Empire tel qu'il nous est décrit est pourri d'une multitude de factions, d'ordres, d'organisations, de guildes qui s'allient et se trahissent joyeusement les unes des autres. Mm. Et donc en surface, il y a les nobles qui eux aussi se tentent des pièges, se font assassiner ou assassinent sans arrêt. Donc l'univers est pas du tout stable, dans le sens où ça peut changer, on change de main régulièrement. Il n'y a que l'empereur, comme tout ça, qui lui doit manipuler tout le monde. C'est ce qu'il essaie de faire et qui va pas Mais il est réussir très lointain dans totalement. le livre, on le Mais voit jamais. on le voit jamais parce qu'il se cache derrière plein de paravents. Et le truc qui était... Alors après, il y a l'épice. Alors Voilà. l'épice, c'est que il y a l'autre partie. La partie, oui, mais si on est revenu à un système féodal, etc., s'ils peuvent plus se transporter d'une planète à l'autre, de toute façon, c'est comme si on avait des micro-terres un peu partout. Mais Donc non. ça ne va pas. Mais non. Donc il y a bien encore des transports spatiaux. Comme il n'y a plus de machines et plus d'ordinateurs pour calculer des trajectoires en ultraluminique à travers l'espace, qu'est-ce qui se fait? Ben, c'est encore un système biologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des navigateurs. Au début, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, qui sont des êtres qui arrivent à ce qu'ils appellent au départ, alors c'est très peu détaillé, hein, on Oui, sait oui. qu'ils le plient l'espace. Donc Voilà. voilà, par la force de la volonté. Donc, et qu'effectivement, il n'y arrive qu'en prenant une drogue qui s'appelle l'épice. L'épice n'est récoltée que sur Arrakis, donc Dune, d'où l'importance stratégique de la planète. Voilà. Donc à l'origine, quand la nouvelle famille, donc cette famille des Mm. Atréides, prend le contrôle, enfin reçoit le contrôle de Dune par l'empereur, c'est censé être une immense faveur parce que c'est la planète la plus importante de l'Empire, même si c'est la plus désertique, Mm. puisqu'en gros Dune c'est le Sahara, moins les oasis. Ouais, et moins rien. Moins rien. Ouais, c'est une planète de sable. Voilà. Et là, l'avantage de ce truc-là, c'est qu'il pose un déséquilibre de base, qui est que, oui, l'univers dépend des voyages spatiaux, les voyages spatiaux dépendent des navigateurs, les navigateurs dépendent de l'épice est récoltée sur Arrakis. Et qui contrôle Et Arrakis? qui contrôle Arrakis contrôle l'univers. Donc le truc est... Sauf que il faut passer aux actes. Après, on a toute l'histoire de la famille qu'on va pas raconter parce que Non. si, alors, on va faire passer un message fort. Vous n'avez pas lu Dune, il faut lire Dune. Dune est un ensemble de livres qu'il faut avoir lu. Si vous aimez la SF, on ne peut pas s'en passer. Autant on a pu dire, tiens, c'est peut-être plus la peine de trop lire du Van Vogt, bon, Asimov, bon, c'est vachement bien Asimov, mais ça commence à dater un poil, etc. Autant Herbert et Dune, là, il faut pas y couper, faut les lire. C'est-à-dire en se coupant la technologie telle qu'on la connaît maintenant et qu'on pouvait l'imaginer dans l'espace opéra plus classique, Mm. il crée un truc qui est totalement intemporel. Oui, Donc il n'y a plus aucun vrai lien avec la vieille Terre, quelques vagues allusions, c'est tout. Et le langage dans lequel c'est écrit, alors que ce soit en français ou en anglais, est pas trop daté. mm. Donc on arrive facilement, même maintenant, Même si presque certains 50 ans après, personnages sont, à les lire. on voit arriver certaines choses, bon, les personnages, autant l'histoire, on la sent pas venir du tout, enfin l'univers complet, on le sent pas venir du tout, autant les personnages sont un petit peu taillés enfin, à la serpe, donc ils vont dans une direction très précise et il faut attendre un certain bouquin pour voir des virages à 90 ou des surprises. Il y en a. Un des trucs aussi à dire, c'est que autant nous on s'y prend totalement à l'envers dans cette émission en vous racontant à peu près ce qui se passe, en donnant des ficelles sur comment on va organiser l'univers, etc. Parce qu'on sait qu'il y a une difficulté. Moi, j'ai proposé Dune souvent à des gens et ils n'arrivent pas à rentrer dedans parce que c'est vraiment le roman de SF dans tout ce qu'il a de plus pur. C'est on vous met dans une situation,
on vous explique, bah là, il y a machin qui va passer tel test. C'est un déménagement au départ. C'est le déménagement de la famille Atreides sur Arrakis. Donc on les suit, ils font leur bagage, etc. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais Mhm. c'est ça. Et en fait, on est sur une situation triviale. Et au début, on se dit, mais il fait quoi là? Il nous met, on est en train de regarder une famille de nobles de on sait pas trop d'où déménager sur une planète de on sait pas trop quoi. Euh, et en fait, c'est très bon. Parce que, mais il faut passer les 6, 7, 8 premiers chapitres. Mhm. Pour Ça peut rentrer dans être aussi l'univers. aride que Dune, en fait, en Ouais. départ, que la planète. C'est-à-dire que au début, on se dit, oh, si vous vous dites, ah ben j'y comprends rien, j'arrête, c'est vraiment trop compliqué son truc, ou je vois pas où il veut m'emmener, c'est Mhm. dommage, en fait. C'est ça. C'est que Alors, c'est dommage. et Dune, c'est aussi du grand spectacle, parce que dans ce désert de sable, où on va récolter l'épice, se cachent des bêtes énormes, Les vers. les vers, qui sont des espèces de grosses bestioles qui font plusieurs kilomètres de long, Mm. etc. Et se cache aussi une tribu d'êtres humains totalement adaptés à cet Les univers, Fremen. les Fremen. Et donc là, on vous laissera découvrir tout ça. Ouais. Mais il y a une, donc là, effectivement, on va. L'avantage de tout ça, c'est qu'on découvre en même temps que le héros euh, tout ça, les vers, Arrakis, Dune, les Fremen et compagnie, L'épice, l'épice, tout toute cette l'univers qui va autour. complexité. Et au départ, effectivement, on s'aperçoit que personne ne sait réellement, même si eux, ils savent des choses, personne ne sait réellement exactement comment ça fonctionne. Le fameux Dr. Kynes, qui était un écologue, Ouais, l'écologiste impérial. l'écologiste impérial, qui a laissé des écrits. Le monsieur est décédé depuis. Ouh. Et donc effectivement, il y a tout ça. Et Herbert vous raconte ça de manière entre guillemets un peu brutale au début, en commençant par les détails et en vous amenant au fur et à mesure à comprendre. On est dans l'action, on est Mhm. dans ce dépaysement total, et il va vous amener à comprendre que derrière, oui, il y a tout un univers qui est créé, qui est logique, et c'est sa logique à lui. Hein. On va pas Mhm. chercher à comprendre comment un bouclier est fabriqué, on va pas chercher à comprendre comment un vaisseau dépasse la vitesse Non. de la lumière. Quelque part, cette soif de connaissances techniques n'existe plus dans Mm. Dune. Ils ont admis leur univers tel qu'il est, avec ses maîtres et ses esclaves, avec ses sciences, mais qu'on se contente d'utiliser, qu'on Mm. ne comprend plus trop vraiment comment ça marche, si on l'a jamais compris. Et c'est aussi la différence de Dune par rapport au roman de Space Opera de Mm. l'espace conquérant, où on va découvrir l'univers et comment fonctionne le moteur supraluminique, etc. Ici, non. Ici, on va déjà essayer de survivre, Mm. et c'est déjà pas si simple, Oui, parce qu'il y a des gros méchants, parce qu'il y a beaucoup de méchants. monsieur le baron. Et donc le truc après, c'est par pitié, regardez pas le film, les années 70. Suite de David Lynch, ouais. Il avait des avantages, mais euh, il s'écarte réellement du scénario d'origine et des idées d'origine sur certains trucs, parce Mm, qu'ils ont essayé de faire passer des concepts en se disant à l'écran ça passera pas, on va faire autre chose. mm, mm. Il a un côté gothique et machin qui pourrait plaire, mais les effets spéciaux ont tellement évolué dans l'intervalle que ça tient plus la route. Sting est bien, mais Il a un petit rôle, il dure 5 il a minutes un et il se fait petit rôle tuer, qui, donc oui, voilà. je vois pas d'intérêt. Et non, mais n'allez pas voir le film. La série était pas mal, mais il manquait un peu de moyens. Et est-ce que je voudrais juste que tu te dises deux mots du film manqué de Oui, alors Jodorowsky? il y a ça. Alors il y a plusieurs choses, oui, parce qu'on arrive, on a peu de temps. Il y a deux choses à dire. Il y a le premier truc, c'est qu'en fait, l'adaptation cinéma de Dune a failli être faite par deux personnes, donc Moebius et Jodorowsky, enfin Jodorowsky le premier, qui est un auteur Mhm. De BD, américain du Sud, argentin je ne sais ou plus, tiens, pose brésilien, une colle enfin là. je sais plus, qui vit en France, qui est un peu déjanté, qui est très déjanté. Il a fait pas mal de choses après. Il a quelques problèmes, ce gars-là, avec les amputations familiales. Et donc mais il avait une vision de faire Dune. Bon, il a fait des films un peu qui pourraient être passés pour des films d'essai ou des films d'art. Mhm. Quand on voit ce qu'il a fait d'autre, on se dit oh, ça aurait pu être génial, mais bizarre. Alors, ce qui aurait pu être génial, c'est qu'il a pris quelqu'un qui s'appelait Moebius, qui était un dessinateur de BD et de SF,
euh, qui, a- qui lui a fait tous les storyboards. Il y a un storyboard énorme qui a été Mhm. créé, qui a été diffusé dans plein de... Parce qu'il cherchait des financements, bien sûr, de partout. Ce storyboard a été diffusé jusqu'à Hollywood et bizarrement, on retrouve certaines choses dans le film de David Lynch parce qu'en fait, ils ont dit non, mais ils ont filé le projet à quelqu'un d'autre. Ils ont racheté les droits, ils ont filé le projet à quelqu'un d'autre. Donc ça a été une catastrophe ce truc-là au point de vue financier, etc. Mais quand on regarde le storyboard, il y avait de très bonnes idées et surtout l'univers de Moebius adapté. Il avait fait, il y a des dessins qui sont ressortis il n'y a pas très longtemps là Mhm. encore, et il y avait Foss qui était un gros illustrateur de SF qui lui Qui se dessinait les fausse, hein. vaisseaux, Chris Foss qui dessinait les vaisseaux, etc. Il y a quelques exemplaires de ce storyboard qui subsistent apparemment. Il y a des choses qui ont été reprises et ça a amené Foss à travailler sur Alien et Moebius a travaillé sur d'autres films, je me souviens plus exactement lesquels, mais à Hollywood Mhm. en SF. Et c'est un petit peu par là que Hollywood est arrivé à la SF avec une vision un peu flamboyante, un peu bizarre. On ne saura jamais si ce film aurait pu être une réussite ou une sombre merde. Il y avait quand même pas mal de trucs. Il faut quand même savoir que la bande originale devait être composée par Pink Floyd. Mhm. Et l'empereur, Et l'empereur devait être le... Salvatore Dali. Parce qu'il y avait un contrat qui avait été passé entre lui et Jodorowsky à base de cartes sur une carte de tarot, parce ils étaient aussi fous l'un que l'autre. Et Salvatore Dali devait jouer l'empereur de la galaxie à condition que son trône soit des toilettes dorées et d'avoir. Enfin, il avait des exigences un peu complètement folles, mais comme de toute façon ça collait avec avec le l'univers, personnage. avec le personnage, pourquoi pas. Donc ça, c'est sur le film. Le film. Ce qu'on veut dire sur la suite de les autres bouquins de Dune, moi j'engage quand même les gens à lire les suites parce que Mhm. il y a les enfants de Dune, le Messie de Dune et les enfants de Dune sont des bouquins de rupture. C'est-à-dire qu'on se dit on a fini Dune, tout va être fini, on court sur un truc Eh comme ben ça. non. Et ben non, il y a une rupture, c'est bien mené. Il y a quelques longueurs dans le Messie, mais les enfants, Et l'empereur Dieu de Dune pour et qui? l'Empereur Dieu qui est pour moi un des meilleurs de la série. Et puis on en parlera une autre fois Ah quand nous oui. arrivons déjà à nos 22 Mais minutes. je voudrais juste Fini finir. Dini. Donc, l'Empereur Dieu de Dune, moi, c'est un de ceux qui m'ont le plus plu. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir lu. Il faut avoir lu les trois autres avant. Ensuite, il y a les Hérétiques de Dune qui remet un peu du moulin à moudre là-dedans. Et La Maison des Mers, qui est pas si simple que ça à lire, Mhm. mais qui clôt quand même qui clôt la série et bon, donc il faut pas manquer. Il reprend quand même un certain nombre de. La Maison des Mers est pas facile à lire parce qu'il Mhm. reprend certains thèmes, ça se complexifie. Le bouquin c'est un beau paveton, Un gros un pavé, gros ouais. pavé mais il faut y aller, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Et juste pour finir, ça avait été traduit par Michel Demuth, qui est un auteur scientifique français Mm. très peu prolifique malheureusement, et qui est mon exemple d'aujourd'hui parce qu'il a écrit un recueil de nouvelles qui s'appelait Les Galaxiales dans les années Mm. 80, un recueil en 2 tomes. Et ensuite, un autre recueil qui est sorti, c'était Les Années Métalliques. Donc, alors c'est de la vieille science-fiction, mais Mm. c'est plutôt pas mal. Donc, c'est mon coup de cœur d'aujourd'hui. Et je vais donc te céder la parole maintenant pour le tien. Alors le mien que j'ai toujours pas préparé, ça c'est terrible, hein. Je vais être obligé de taper dans. Euh, on parlait d'Asimov tout à l'heure. Il y avait soit un recueil de nouvelles qui était pas mal de lui, dont je me souviens plus du titre, La voix martienne. La Voix martienne. La voix martienne. La Voix martienne. Voilà. Eh bien, écoute, le temps que je débranche l'écran, il ne me reste plus qu'à te demander le mot de la fin. Et bien c'est évacuation.